veux bien dire un mot. La difficulté de notre débat, c'est qu'on est simultanément sur deux terrains. Les deux terrains sont nécessaires, mais leur jonction n'est pas forcément facile à inventer, parce qu'on est sur le terrain spécifique de Roosevelt et de ce qu'on peut appeler la mutation de Roosevelt, parce que y compris les problèmes d'adhésion, d'assemblée générale, résultent du fait que l'hypothèse souhaitable, qui était une hypothèse de lobbying réussi et de capacité de conviction sur le gouvernement de gauche, n'a pas fonctionné. En tout cas, elle n'a pas du tout fonctionné à hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Et par conséquent, le titre même, Roosevelt 2012, on va sortir de 2012, et la question de l'installation de Roosevelt sur une base plus permanente, plus structurelle, se pose précisément parce que cette opération à la fois de pression citoyenne et de lobbying au bon sens du terme, il fallait la tenter, mais il faut constater qu'elle n'a pas produit les effets attendus. Et donc ça, c'est la question de la mutation de Roosevelt. Mais à partir du moment où on pose la question de la mutation de Roosevelt, toutes les questions fondamentales que pose Edgar sont tout à fait légitimes. Et à ce moment-là, elles ne concernent pas que Roosevelt. On est plusieurs dans cette assemblée à appartenir à d'autres initiatives citoyennes. Et s'il faut aller vers un mouvement plus large, qu'on l'appelle confédération d'autres aspects, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne langue aussi avec ces autres initiatives en disant on est ensemble confrontés à un changement de période historique. Il n'y a pas que Roosevelt qui est confronté à cette situation. On va avoir le Forum social mondial de Tunis dans quelques mois, il y a l'Alter Summit de Florence, il y a l'ensemble des initiatives citoyennes à l'échelle internationale est amené à se poser ce type de questions. Et là, ce que nous pouvons faire, nous, c'est de dire, à partir de notre propre expérience, voilà un certain nombre de propositions que nous pouvons faire, mais s'il doit y avoir confédération ou mouvement, ou moi j'aimais bien aussi l'idée de Cynthia d'une espèce d'assemblée constituante de citoyens, ça veut dire un processus de co-construction et que nous n'allons pas le faire seul. Donc moi je trouve qu'il faut d'un côté accompagner notre propre transition, et je me reconnais dans les propositions actuelles qui viennent d'être faites, et simultanément nous tourner vers les autres initiatives et rentrer en dialogue avec elles. Et je dis juste un mot, puisque Pierre m'a relancé sur ce que je disais tout à l'heure à propos de Rosa Luxembourg. Moi, je suis très frappé, justement, en relisant toute la période historique de ce qui a été la grande fracture du début du siècle entre la gauche radicale et puis la gauche social-démocrate, pour faire bref, que quand on regarde historiquement sur le fond, c'est plutôt Rosa Luxembourg qui a eu raison, en tout cas sur l'essentiel, mais l'une des raisons pour lesquelles elle-même et puis ceux qui étaient dans le courant spartakiste se sont fait marginalisés, c'est à cause de ce que dit Edgar, c'est-à-dire que derrière des illusions, il y a des croyances. Si on était simplement en face d'acteurs qui étaient soit cyniques, soit, entre guillemets, puisque le titre est souvent évoqué dans la presse, soit nuls, etc., les problèmes seraient relativement simples. Par rapport au cynisme, on organise un combat, par rapport à l'ignorance, on organise un processus de prise de conscience. Quand on est en présence de processus de croyance, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les croyances font elles-mêmes référence à des socles émotionnels qui sont importants. Et par exemple, la grande difficulté des spartakistes, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un socle émotionnel fort qui était dans le camp de la social-démocratie dominante, et qu'ils les ont traités simplement comme si c'était des cyniques ou des idiots, etc. Et la nature même de la violence
émotionnelle s'est retournée contre eux. Donc moi je pense que plus nous aurons besoin d'aller vers de la radicalité, et ce n'est pas seulement vrai pour la France, ça sera de plus en plus un enjeu mondial, plus nous devons être extrêmement attentifs à la mise en forme de notre radicalité et aux capacités de dialogue avec la part des acteurs qui ne sont pas des cyniques et qui sont dans des systèmes de croyances. Parce qu'une croyance, on ne l'attaque pas simplement sur une base rationnelle. Une croyance, il faut en quelque sorte rentrer en empathie avec elle. Si je prends par exemple une des grandes croyances sur lesquelles s'est construit le système monétaire européen actuel et qui nous vient directement de la croyance allemande, c'est l'idée que Hitler est arrivé au pouvoir à cause de l'inflation. Et ça, c'est une croyance qui est structurante et on n'interroge pas le fond de cette croyance parce que si on l'interroge, on se rend compte que c'est faux. Hitler est arrivé au pouvoir très précisément avec le contraire de l'inflation, qui était la déflation. C'était l'époque du chancelier Browning, c'est la déflation qui a créé le chômage, etc. Et l'inflation elle-même n'a pas été créée parce que la République de Weimar se serait mise à dépenser sans compter, mais à cause du caractère démesuré des demandes faites lors du traité de Versailles, et notamment par la France, sur les réparations allemandes. Seulement, à partir du moment où on ne pénètre pas un noyau de croyance et les fonctions émotionnelles qu'elle remplit, notamment pour la question de la peur du côté allemand, eh bien ensuite on a des déductions apparemment logiques d'un socle de croyances. Par exemple, s'il est vrai que le danger prioritaire, c'est le lien entre l'inflation et puis le pire qu'on puisse imaginer, qu'est l'hitlérisme, si on dit l'inflation est produite par les États, le fait de retirer aux États le pouvoir de création monétaire, par exemple en instituant des banques centrales indépendantes, paraît logique. Et on ne peut traiter ce problème-là, pas simplement par de la critique rationnelle, mais par exemple, et ça sera à mon avis un des enjeux du futur de l'Europe, en allant comprendre le système de peur et d'espérance respective qui appartient aux différents peuples de l'Europe. Et la façon dont se combinent les peurs et les espérances allemandes n'est pas le même que celui des peurs et des espérances d'autres pays d'Europe. Et d'une certaine façon, on rentre davantage dans la question des croyances par des approches de type, excusez-moi la métaphore, de type dialogue interreligieux, que par des modalités de critique strictement rationnelle. Donc, pardon d'avoir été un petit peu long sur ce point, mais ce que je veux dire, c'est que plus nous serons radicaux, et je pense que nous serons amenés, et pas simplement nous, à aller de plus en plus vers des logiques de radicalité, parce que nous sommes rentrés dans une phase où cet ultra-capitalisme financier est absolument incapable de traiter la plupart des grandes questions mondiales, plus nous irons vers cette radicalité et plus nous devons être attentifs à cette question des croyances qui sont au cœur des illusions et de la façon de les traiter.